Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a quelque chose qui cloche chez cette femme sous le pont. Quand j'ai emménagé à Philadelphie pour le travail, je savais que le quartier n'était pas terrible. Il n'est pas assez délabré pour me faire peur, moi qui mesure 1,88 m et qui ai travaillé dans la sécurité, mais ce n'était pas non plus le genre d'endroit où l'on se promène seul dans la nuit, quel que soit le cas. Chaque matin, mon trajet pour aller au travail me faisait passer sous un pont, et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Elle était assise sur un morceau de carton aplati près d'un des piliers, la tête baissée, la capuche rabattue sur la tête. Une pancarte griffonnée au crayon sur laquelle on pouvait lire « Un peu de monnaie pour manger, s'il vous plaît » était posée à côté d'elle. Au début, je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à ce que je la regarde à nouveau. Elle n'avait pas de jambes. Elle n'était ni couverte ni cachée, elle n'en avait tout simplement pas. Il y avait des moignons là où auraient dû se trouver ses genoux. Je me suis arrêté et je l'ai regardée de plus près. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, et c'est ce qui m'a le plus marqué. Son visage était crasseux, et ses cheveux blonds étaient emmêlés et en bataille, mais je l'ai tout de suite deviné. On s'attend à voir des personnes plus âgées dans ce genre d'endroit, mais pas quelqu'un qui avait encore l'air d'être à l'université. J'ai fouillé dans mon portefeuille et j'ai glissé quelques billets dans le gobelet posé à côté d'elle. Elle n'a rien dit, elle s'est contentée de baisser légèrement la tête. Tout le monde passait sans s'arrêter. Je l'ai revue le lendemain matin, au même endroit, assise dans la même position. Cette fois-ci, quand je lui ai donné de l'argent, elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient écarquillés, reflétant ce qui ressemblait à un désespoir paniqué. J'ai hésité, mais j'ai fini par lui demander « Ça va ?» Pas de réponse. J'ai supposé qu'elle me suppliait de lui donner plus d'argent, alors c'est ce que j'ai fait. Mais ce regard écarquillé persistait encore, tandis que je m'éloignais lentement. Plus tard dans la journée, j'ai fini de travailler plus tôt et je suis repassé près d'elle vers midi. Cette fois, elle avait les yeux baissés, comme si elle essayait de devenir invisible. Ça m'est resté en tête pendant un moment. Le lendemain matin, quand je me suis arrêté à nouveau sous le pont, elle a fait quelque chose de différent. Alors que je lui tendais l'argent, elle a glissé quelque chose dans ma main. Un petit bout de papier plié, gris et usé, comme s'il avait beaucoup servi. Je l'ai ouvert tout en marchant. C'était écrit au crayon, en gribouillis, et ce n'était pas de l'anglais ou du français. Je l'ai regardé avec curiosité et l'ai remis dans ma poche, pensant qu'il s'agissait d'un mot de remerciement ou quelque chose du genre. Pendant ma pause au travail, j'ai ressorti le mot et je l'ai relu avec curiosité, me demandant ce qu'il pouvait dire. Une idée m'est venue. J'ai téléchargé une application de traduction et j'ai pris une photo. Je l'ai ensuite téléchargée dans l'application qui a détecté la langue du russe. Quelques secondes plus tard, la traduction en français s'est affichée. « Ne me donne pas d'argent. Un homme observe de l'autre côté. Il voit où tu gardes ton portefeuille. Il attend quand tu es seul. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. » J'ai cligné des yeux et j'ai relu le message. « Ne me donne pas d'argent. Un homme observe de l'autre côté. Il voit où tu gardes ton portefeuille. Il attend quand tu es seul. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. » Un frisson glacial m'a parcouru le corps. Je n'ai pas pris ce chemin pour rentrer chez moi, et une fois de retour, j'ai appelé la police. Je leur ai tout raconté, la femme, le mot, l'avertissement. La voix à l'autre bout du fil n'a pratiquement pas réagi, comme si c'était un mardi comme les autres.
Elle m'a simplement dit qu'ils enverraient quelqu'un pour vérifier. Elle ne m'a même pas demandé de voir le mot, ni de donner plus de détails. Pas de questions complémentaires, pas d'urgence, rien. J'ai raccroché sans vraiment croire qu'ils allaient vraiment faire quoi que ce soit. 2 jours plus tard, j'y suis retourné tôt le matin, juste pour voir si quelque chose avait changé. Les rues étaient encore plongées dans l'obscurité, complètement désertes à cette heure-là. J'avais un faux portefeuille dans ma poche et un pistolet au cas où. Mais je ne m'attendais pas à m'en servir. Je suis arrivé en espérant voir le périmètre bouclé ou au moins un signe indiquant que les autorités étaient passées par là. Mais il n'y avait absolument rien. Et elles n'étaient pas là. L'endroit sous le pont était désert. Le carton et la pancarte avaient tout simplement disparu. Je jetai un coup d'œil à ma montre et restai là, me disant qu'il était encore tôt. Elle n'était peut-être pas encore venue. Mais où pourrait-elle bien être ? Après tout, c'était ici qu'elle dormait. Je restai là plus longtemps que je n'aurais dû, à tendre l'oreille. L'eau sous le pont coulait lentement, en silence. Puis j'entendis quelque chose, un son faible comme une voix. Je tournai la tête dans cette direction, puis la poursuivis prudemment vers la berge. À mesure que j'avançais, le sol devint irrégulier, humide. Je m'arrêtai encore plusieurs fois, tendant l'oreille, mais je n'entendis plus ce bruit. J'étais sur le point de faire demi-tour et de partir, mais c'est alors que j'aperçus une forme sombre bouger au loin. Cela ne semblait pas normal. Je fis quelques pas de plus vers elle, et c'est là que je vis ce que c'était. Quelqu'un était dans l'eau. Je me suis précipité vers elle, et c'est là que je l'ai vue, tournant dans le courant qui lui baignait le visage. J'ai allumé la lampe de mon téléphone et l'ai dirigée vers elle. C'était la même jeune sans-abri que j'avais vue sous le pont. Elle était ligotée et bougeait à peine. Je me suis enfoncé dans l'eau sans réfléchir. L'eau a immédiatement imprégné mes chaussures lorsque je l'ai attrapée et que j'ai glissé mon bras sous son épaule. Je l'ai sortie de l'eau. Elle était glissante et froide. Il y avait du sang sur ses bras et sur le devant de son t-shirt. Elle a brièvement ouvert les yeux tandis que je la tirais hors de l'eau pour la traîner jusqu'à la berge. Puis ses yeux se sont écarquillés et sa main s'est agrippée à mon t-shirt. Faiblement, mais avec insistance. Je me suis rendu compte qu'elle regardait derrière moi. Puis j'ai entendu des pas. J'ai réagi avant même de pouvoir réfléchir. Je ne me suis même pas arrêté pour regarder. J'ai juste sorti mon arme. Je me suis retourné et j'ai tiré. Le bruit était assourdissant, déchirant le silence matinal. Quelque chose a heurté le sol au loin avant que je ne le voie clairement. Le cœur battant à tout rompre, j'ai dégluti et je me suis approché, les 2 mains sur le pistolet. Un homme de grande taille gisait sur le sol humide, pris de spasmes. J'ai braqué la lampe de mon téléphone sur lui. Il était vêtu de noir, un masque lui couvrant le visage. Et il avait un pistolet à la main. Si elle ne m'avait pas prévenu, je serais mort. En plongeant mon regard dans le sien, j'ai soudain compris. C'était lui, celui qui se servait d'elle, qui l'a forcée à rester assise là, jour après jour, pour attirer les gens. C'est peut-être même lui qui lui avait coupé les jambes. Quand elle m'avait regardé ainsi, elle ne me suppliait pas. Elle essayait de m'avertir, et il avait dû découvrir l'existence du mot. J'ai eu la nausée. La rage m'a envahi si vite qu'elle a tout balayé sur son passage. Je visai la tête de l'homme, et j'ai tiré. Il s'immobilisa instantanément, mais je tirai à nouveau, encore et encore. Et je perdis le compte. Chaque coup était plus fort que le précédent, déchirant le silence dans l'obscurité. Je continue à tirer bien après que cela eut cessé d'être de la légitime défense. Au diable les conséquences! Il me fallut quelques secondes pour reprendre mon souffle après le dernier coup. Puis je me précipitai vers l'eau. Quand je suis revenu vers elle, elle ne réagissait plus.
Je me suis agenouillé à côté d'elle et je l'ai soulevée. « Hé, reste avec moi !» ai-je dit, la voix brisée. « Tout va bien, ça va aller !» Aucune réaction. J'ai posé mes doigts sur son cou à la recherche du moindre signe de vie. « Allez !» ai-je murmuré entre mes dents. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé une ambulance, en essayant de garder une voix calme pendant que j'expliquais la situation. Chaque seconde me semblait interminable. « Tout va bien !» lui ai-je dit. « Tu es en sécurité maintenant !» Mais je ne savais même pas si elle pouvait m'entendre. Et tandis que je prononçais ces mots, j'ai senti mon cœur se serrer. Les ambulanciers ont tenté de la réanimer. Ils se sont occupés d'elle, là, au bord de l'eau, tandis que je restais en retrait à les observer. Mais cela n'a pas duré longtemps. Son décès a été constaté dès son arrivée à l'hôpital. Je refais encore parfois ce trajet. Non pas parce que je le dois, mais parce que je n'arrive pas à m'empêcher d'y penser. Je sens des regards posés sur moi chaque fois que je retourne à cet endroit sous le pont. La moitié du temps, je m'attends à ce que quelqu'un sorte de l'ombre et s'approche de moi. Je suis toujours prêt à y faire face maintenant. Je traverse cet endroit lentement, tendu dans l'attente, à l'affût du moindre bruit, mon pistolet bien sur moi. Mais rien ne s'est produit depuis. Les gens passent par là comme si de rien n'était, comme dans n'importe quel autre coin de la ville. La plupart des gens ne l'ont même pas regardé. Mais maintenant, certains remarquent les fleurs que j'ai laissées là où elle avait l'habitude de s'asseoir.